Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réparta Science. Je suis Adrien Fillon et aujourd'hui je ne suis pas en présence de Nathanaël Arigaldi pour des raisons obscures, mais mon avis est qu'il ne s'est pas réveillé de bon matin, sachant qu'il est 10h30. Mais pour le coup, je suis avec un invité, je crois le premier invité de ce podcast, Brice Beffara. Comment ça va, Brice? Eh ben, ça va très bien. Je suis très honoré du coup d'ouvrir le bal des invités et merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben, plaisir partagé. Du coup, tu es chercheur à l'université de Nantes en psychologie sociale. Alors, je suis enseignant-chercheur, donc Enseignant-chercheur. de la double casquette. Et en psychosocial, oui et non, parce que j'enseigne plutôt la méthodologie et les méthodes en fait aux étudiants et aux étudiantes de psychologie. Et au niveau de la recherche, j'oscille entre la psychosociale, la psychophysiologie, la psychocomparée et la méthodologie, bien entendu. Et un peu la métascience Et aussi. un peu C'est la aussi pour ça, métascience, ouais. c'est Un aussi petit peu pour la ça qu'on métascience. t'a. On s'était rencontrés en 2021 parce que avec tes collègues, tu avais préparé la Slow Open Science. Il y avait un mot derrière. Ouais, c'était la conférence sciences ouvertes, lente et durable, ouais. Et Oui, il y durable, avait et durable. durable. Première conférence à laquelle j'assistais, moi j'étais encore, j'étais à peine sevré à l'époque, j'étais encore un tout petit bébé. C'était vraiment super, on a été hyper bien accueillis, c'était mémorable et je suis content d'avoir fait aussi beaucoup de belles rencontres et bah, ça dure quoi, parce que bah, nous par exemple, ça fait 3 ans qu'on se connaît et qu'on est toujours en contact, donc ça fait hyper plaisir. Et depuis, bah, tu as pas mal cheminé et il y a un article sur lequel tu as collaboré récemment, et c'est cet article-là sur lequel je voudrais qu'on discute durant cet épisode qui s'appelle Beware Persuasive Communication Devices when writing and reading scientific articles avec pas mal de collègues. Euh, Publié fin 2023, hein. Ouais, c'est ça, je crois, oui. Ma première question, c'est comment c'est arrivé cet article-là? C'est-à-dire que là, il y a quand même pas mal de noms de personnes qui habitent dans plein de pays différents, dans d'endroits différents. Comment t'as été contacté ou t'as été à l'origine ou comment ça s'est passé? Non, je suis pas du tout à l'origine. À l'origine, c'est plutôt donc Olivier Corneille qui est premier auteur sur le papier et Joe Havman qui est second auteur. En fait, il y a eu pas mal de discussions Twitter à la base, parce qu'avant c'était Twitter, euh, avant la publication de papier. Pas mal de discussions Twitter justement sur toutes ces questions de comment est-ce qu'on rédige des articles, des parties d'articles, etc. Et les biais un petit peu d'argumentation dans les papiers. Donc ça s'est fait par, euh, par conversation Twitter interposée au départ. Et puis après, les auteurs et les autrices principales ont sont dit, bah tiens, peut-être qu'on pourrait essayer finalement de compiler un petit peu toutes ces conversations pour en faire un document qui pourrait peut-être servir à tout le monde parce qu'il y avait pas mal de matière. Et puis ça a fait un préprint et puis voilà, on a collaboré sur un document partagé pour essayer de structurer tout ça. Olivier Corneille a fait beaucoup de boulot là-dessus, notamment. Et puis après, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas le soumettre quelque part parce que ça nous semblait être un petit peu un problème crucial finalement dans les champs qui nous intéressent et voilà. Donc pourquoi ces auteurs et ces autrices? Bah en fait, c'est les personnes au départ qui ont pris part aux conversations Twitter ou qui ont rattaché les wagons un peu plus tard, qui ont collaboré sur le document, puisque Olivier Corneille et Joe Havman ont fait un petit appel à collaboration sur Twitter. Ok. Et ça s'est passé comme ça. Et alors le problème que tu décris, c'est quoi exactement ce problème? Alors ça, enfin pour moi c'est un problème. En fait, c'est peut-être plusieurs petits problèmes mis bout à bout. L'idée c'est de se dire, bah, il y a notre mode de communication en science aujourd'hui, c'est vraiment l'article. Enfin, au moins voilà, en psychologie, en biologie, etc. Il y a des disciplines qui fonctionnent plus par conférence ou par livre, mais disons que, en tout cas, il y a beaucoup de disciplines qui fonctionnent par publication d'articles interposés. Et c'est ce qu'on met dans ces articles qui va dire ce qu'on a fait, décrire les résultats, etc. C'est une sorte de, comment dire, de devanture.
Et le problème, c'est qu'il y a une distance entre ce qui est écrit et ce qui s'est vraiment passé. Et alors, je pense que cette distance, on ne peut pas l'éviter. Il y a forcément toujours une petite distance, mais des fois, la distance, elle n'est pas si petite que ça. Et du coup, des fois, on va peut-être un petit peu proposer un tableau édulcoré de ce qui s'est réellement passé dans une étude, de manière plus ou moins volontaire. Et ça veut dire qu'en fait, il faut jamais oublier que ce qui compte, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est la méthode, c'est les résultats, c'est les biais, etc. Et donc, si ça, on le voit pas vraiment dans l'article, eh ben, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment décrit ce qu'il fallait décrire. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de proposer une petite nomenclature avec une petite liste de biais et de problèmes dans les modes de rédaction qui sont, selon nous, en fait, qui étaient, selon nous, très souvent rencontrés dans les articles. Alors, c'est en psychologie, mais en fait, il y a des gens qui viennent d'écologie, de mémoire, plutôt de sciences de la santé. Enfin, c'est très divers. Ça concerne pas mal de disciplines au final. Mais c'est des trucs qu'on retrouve très souvent, voilà, en psychologie et dans d'autres disciplines, en biologie, peut-être en sciences économiques, etc. J'aurais dit en médecine aussi, hein, En médecine, ouais, ouais. ouais, complètement, sciences de la santé, complètement, ouais. Donc on a proposé plusieurs catégories. C'est beaucoup les premiers auteurs qui ont fait ce travail de nomenclature. Et puis ensuite, on a essayé dans chaque catégorie de lister un petit peu les biais principaux qu'on pouvait observer en général, quoi. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de... Ouais, complètement. Alors on a une catégorie, la première catégorie qui est présentée dans l'article, donc on a essayé de formaliser ça sous forme de tableau. On a une catégorie qui concerne un petit peu plus l'état de l'art. Donc comment est-ce qu'on présente finalement notre problématique dans un article, dans notre introduction. Une catégorie qui concerne plutôt le fait de survendre des choses. Donc on survend des résultats dans un titre, par exemple, des choses comme ça. Une catégorie qui concerne le fait de déformer de l'information. Et une catégorie qui concerne, entre guillemets, les arguments d'autorité. Et ce qui est assez marrant d'ailleurs, entre parenthèses, c'est que finalement, c'est des arguments qu'on utilise en science alors qu'on voudrait que ça ne soit pas utilisé dans d'autres champs. Par exemple, on voudrait que les journalistes n'utilisent pas d'arguments d'autorité quand ils présentent tel ou tel résultat, mais on peut avoir tendance à le faire, nous, en tant que scientifiques. Donc si nous, en fait, on commence par là, déjà, c'est un petit problème, quoi. Donc après, il y a une liste de plusieurs éléments. Je ne sais pas si ça vaut le coup. On va peut-être pas avoir le temps de tout détailler. Non, alors Moi, il y en a attends, qui. je peux te guider vers les questions moi qui m'intéressent. Ouais, Si on vas-y. reprend la première catégorie, donc le fait de mal catégoriser l'état de l'art, donc en fait c'est principalement lié aux citations qu'on va utiliser ou ce qu'on va ressortir des citations. Oui, J'avais vu par exemple un article il y a très peu de temps qui disait en fait ce qui est assez fou, c'est que euh, par exemple il y a un article qui va faire une expérimentation dans les années 60 et puis il y a un livre dans les années 90 qui va en parler. Et ben en fait en 2010 on va citer les deux, l'article est dans les années 60, le livre dans les années 90. Et en fait, de 2010, on arrive à 2020. Et en fait, seulement l'article des années 90, le livre des années 90 est cité. Un article des années 2010 va être cité. Et finalement, l'article originel, celui qui a fait l'expérimentation des années 60, lui, il aura complètement disparu des citations. Ça fait partie, en fait, de ce que vous décrivez. Alors bon, il y en a d'autres, mais il y a aussi cette idée de s'il y a un article qui dit bah en fait on a fait trois hypothèses, il y en a qu'une sur les trois qui a fonctionné, bah en fait dans la citation, il y a que celle-là qui est citée. Donc c'est en fait une sorte de déformation. C'est tous les moyens qui vont être utilisés par les chercheurs pour déformer ce qui a été fait dans la littérature, pour l'utiliser un peu à son avantage et rendre son état de l'art, son introduction plus forte que ce qu'est la littérature ou la théorie dans la réalité. exactement. Alors même le cas particulier que tu décris, il est même peut-être plus insidieux parce que bien souvent, il y a des personnes qui vont pas forcément aller creuser l'origine des résultats. Et donc, du coup, peut-être ne vont même pas se rendre compte que l'article de 2010 cité partie du résultat d'origine et que là, c'était même pas volontaire. Les gens se sont dit, bon, je cite un truc, une sorte d'article d'opinion. Souvent, c'est un peu ça, des articles d'opinion ou des petits résumés entre guillemets littéraires.
Et des fois, les vieux résultats, on les ignore alors que bah, c'est eux qui décrivaient l'expérience d'origine. Mais là, le résultat, c'est toujours ça. Effectivement, ça va être d'aller peut-être mettre un peu trop d'emphase ou de survendre un petit peu un degré d'évidence en faveur de résultats ou de théories qui peut-être sont plus fragiles que ce qu'on pense, quoi. Dans votre article, c'est très descriptif hein, sur bah, voilà, qu'est-ce qui va être utilisé, les mécanismes utilisés, mais il y a très peu de solutions qui sont apportées. Moi, je vois quelque chose qui va pouvoir renforcer ce problème, ça va être l'utilisation des intelligences artificielles. Typiquement, bah, voilà, quand on va utiliser des sites internet, on pose des questions et il nous dit bah, voilà les articles qui répondent à ces questions, et bah, après, tu n'as plus qu'à citer ça. Moi, j'ai utilisé, je trouve que c'est peu fiable, mais il y a des chercheurs qui l'utilisent en continu. Euh, et en fait, ils utilisent des citations, mais en fait, ils vont pas aller voir les sources du tout. Alors qu'avant, on allait voir les sources, on les modifiait un petit peu à notre guise, mais on y allait quand même, donc c'était problématique. Mais là, c'est encore plus problématique parce qu'on va même plus voir les sources, on fait confiance à ChatGPT ou autre. Euh, ma question est finalement comment on essaye de s'en sortir de ce problème-là de mauvaises citations ou de citations très superficielles qui permettent aux personnes d'aller dans leur sens. J'ai l'impression qu'il y a au moins deux réponses, une réponse liée au processus d'écriture d'articles et de l'utilisation des citations, et peut-être aussi une autre réponse qui serait plutôt d'un point de vue de la théorie, pourquoi en fait on est obligé d'utiliser des citations pour renforcer notre théorie, etc. Je sais pas comment tu veux te débrouiller pour répondre à ça. Non, non, je suis assez d'accord avec toi. Alors, je pense que toutes les autrices et tous les auteurs du papier seraient pas forcément d'accord avec moi. Moi, je suis plutôt partisan d'un format article très froid, en fait, très descriptif. Moi, ouais, j'ai rencontré des gens qui disaient faut raconter une histoire, faut donner aux gens envie de lire, etc. Moi, je considère que ce qui donne envie, en fait, c'est le thème. Ce qui donne envie, c'est d'aller améliorer la connaissance et que l'article, il faut qu'il soit au plus proche possible des choses. On n'est pas en train de lire un bouquin de littérature, voilà. Donc, pour moi, en fait, si on essaie aussi de se détacher du côté, on va essayer de vendre un truc, ça peut être un petit peu aidant. Euh, Après, alors. Sur je pense il y a un effort de formation à faire auprès des étudiants. Moi, j'ai appris à écrire des articles un peu sur le tas. Et finalement, je pense que dans la manière dont on forme les étudiants et les étudiantes à écrire, c'est aussi des choses qu'on peut faire passer sur, par exemple, comment est-ce qu'on écrit une introduction. J'en parlais avec d'autres personnes récemment, on se disait, pourquoi finalement on s'oblige pas systématiquement à faire une revue systématique de la littérature, justement, dans une introduction? Parce que finalement, quand tu vas chercher tes références sur Google Scholar, etc., la quantité d'informations pour et d'informations contre que tu trouves, tu sais jamais en fait si tu as bien toutes les informations pour et les informations contre envers une théorie. Donc ce que tu vas citer, ça va être un petit peu ça va être du bricolage, quoi. On n'est pas vraiment très formel dans notre manière d'aller faire de la revue de littérature et de la description de littérature dans une introduction. Et en même temps, dans la littérature elle-même n'est pas très formelle, c'est-à-dire que les personnes vont réinterpréter leurs résultats dans la littérature, et toi, quand tu vas lire la discussion de l'article, tu prends ce qu'on te donne aussi. Donc c'est vraiment... ouais. Ah bah oui, c'est clair. Alors la difficulté, c'est que du coup, ça devient de plus en plus difficile d'aller exposer une problématique. Moi, je me souviens, avant, je me disais, ah tiens, j'avais l'impression, j'ai quatre ou cinq articles qui disent ça. Je fais une sorte de paquet, en fait, entre parenthèses, et il y a quatre citations dans la parenthèse, et il y a des gens qui l'ont dit, et c'est bon, on passe à autre chose. Mais c'est vrai que tu dis après, bon, tu lis l'article, tu vois qu'il y a des petites failles et tout, et tu dis, mais en fait, ça n'a pas l'air si solide que ça, quoi. Et donc, finalement, faudrait aussi qu'on puisse exprimer, ne serait-ce qu'en conférence, tu vois, le degré de confiance qu'on accorde à telle ou telle théorie, à tel ou tel paquet d'informations, pour se dire, bah voilà, moi, si choisi de travailler sur ça, c'est parce que ça me paraissait solide, ça me paraissait pas très solide, et du coup, ben, on a besoin d'aller un peu plus loin à ce niveau-là. Et pour l'instant, j'ai l'impression que des fois, on se contente un petit peu, effectivement, de choses qui sont un petit peu bancales, et le fait que ça ne soit pas formalisé ni dans la recherche de littérature, ni dans la littérature en fait existante, ça fait qu'on a des degrés de liberté qui sont énormes et que du coup dans une introduction, en fait ça pourrait aller plus ou moins dans tous les sens et on a l'impression que des fois ça se fait un peu au doigt mouillé et qu'on met des références pour se donner une consistance mais qui n'existe pas vraiment quoi. Et Finalement, ChatGPT, ouais, vas-y, vas-y.
ChatGPT va vraiment pas nous aider dans ce sens-là, je suis d'accord, pour deux raisons. Première raison, parce que quand on fait des tests, on voit très bien que c'est un petit peu romancé. Et alors moi, j'ai essayé de voir par tous les moyens possibles s'il arrivait à générer des références. Et à chaque fois, les références n'existent pas. Mm. Et ça, on met en garde les étudiants par rapport à ça, hein, quand ils écrivent leur mémoire de recherche. Ne faites pas confiance à ChatGPT. Les références qui sortent au Normapa, elles sont très jolies, mais ça n'existe pas. Ces articles ne sont pas réels. J'ai l'impression en t'écoutant que en fait, un des problèmes fondamentaux avec les citations, c'est que quand on cite, en gros, on dit, hein: «Telle personne a dit que». Et en fait, c'est très binaire, quoi. C'est-à-dire, il a dit que ça marche, il a dit que ça marche pas, ou il a dit que ça marche dans tel sens ou machin, machin. En fait, ce qui manque un peu, c'est de dire, mais on n'a pas forcément très confiance dans ce qu'il dit, ou et en plus, on a confiance dans ce qu'il dit. Mais alors après, d'où vient l'idée qu'on puisse dire: «Bah, on a confiance dans ce qu'il dit, on n'a pas confiance dans ce qu'il dit?» En fait, il y a aucune, norme là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée derrière que si ça a passé le processus de peer reviewing, c'est qu'on peut y faire confiance. Et que finalement, va dire dans ton article: «Ça a passé le processus de peer reviewing, mais on n'a quand même pas confiance». C'est là aussi où je trouve qu'il y a une difficulté, hein, à changer, les normes qui vont être associées à comment on cite des articles et comment on va informer une théorie qu'on veut tester à partir des citations. Ouais, et ce qui est difficile, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un peu un double discours, parce que dans un sens, on se dit, si c'est publié, c'est bon, je peux le citer, et du coup, ça va être une des fondations de mon introduction. Et d'un autre côté, on sait très bien qu'il y a des doubles standards de publication, que ce soit en termes de notoriété ou de qualité méthodologique. Et ce qui fait que on sait très bien qu'il y a plein de papiers, tu soumets une fois, tu soumets deux fois, six fois, sept fois, et puis peut-être au bout de la septième, ça va passer dans une petite revue, etc. Et donc tu dis finalement quasiment n'importe quoi, si tu te bats un peu, tu vas arriver à le publier. Et donc du coup, ça veut dire que bah, le fait que ce soit publié, c'est pas nécessairement un gage de qualité, puisqu'on Mmh. sait très bien que en force, ça passera au bout d'un moment, et le système de publication, il est déjà biaisé en soi. Donc si juste le fait que ce soit publié, c'est un argument pour dire c'est OK, je fais confiance, on voit bien qu'on va un peu dans le mur. Mmh. Et donc je pense qu'à un moment, il faudrait qu'on ait une sorte de d'honnêteté un petit peu intellectuelle, de se dire bon bah ça OK, c'est publié et c'est imparfait et c'est pas grave, mais moi pour telle et telle raison, j'ai pas confiance, et je pense qu'il nous faut plus de manip, plus de données, plus de, je sais pas, formalisation pour aller plus loin, parce qu'aujourd'hui en fait, on n'est pas en mesure de conclure à ce sujet-là. Et à mon Et avis, il y a une grosse partie de la littérature qui est dans ce cas-là en ce moment, au moins en psychologie. et donc toi, tu la 1re solution que tu as proposée, c'est: on arrête les citations, on fait un article purement, brut où on a exactement, nos hypothèses, nos tests, nos seuils, nos résultats, et cetera, où finalement, on peut avoir des articles plutôt théoriques avec des citations et on va beaucoup plus loin dans l'analyse des citations et des articles expérimentaux dans lesquels on n'a pas forcément besoin, de citations. On a vraiment une présentation, plus épurée des résultats, voire même, m m m lisible par la machine, quoi. C'est-à-dire, on aurait une sorte de XML où on aurait comme ça à chaque fois, ou de JSON, peu importe, où on aurait à chaque fois, test égale machin, hypothèse égale machin, et tout ça serait lisible, par exemple. Ce serait plutôt, une vision que tu aurais de la manière de produire des expérimentations, des résultats d'expérimentation. Alors du lisible par la machine, je pense qu'effectivement, le gros avantage, c'est que ça nous obligerait à être plus formel. Après, je suis pas forcément pour enlever la citation dans les articles empiriques, mais par contre, de d'épurer le style de rédaction, de manière à ce que, d'une part, les citations soient utilisées de manière un petit peu plus fine, et donc que quand on se base sur une citation, on explique pourquoi et est-ce qu'on a confiance, mais que dans le style de rédaction vraiment de notre introduction à nous, on soit un petit peu moins littéraire, un petit peu moins romancé, et qu'on en vienne plus facilement aux faits. Et que si les gens sont intéressés, ils sont intéressés. S'ils sont pas intéressés, ils sont pas intéressés. Mais que on n'essaie pas d'appâter un petit peu Mmh. les lecteurs et les lectrices. Je veux dire, enfin pour moi, on n'est pas là pour ça en tout cas. Alors justement, transition parfaite pour la deuxième catégorie, appâter le lecteur. Donc la deuxième catégorie, c'est overselling, donc survendre, l'article. Hem,
Alors, est-ce que tu parles tellement, vous parlez pas tellement de l'introduction à ce moment-là, donc effectivement, c'est plutôt dans la première partie. Là, vous parlez déjà du titre, donc les titres excessifs qui sont parfaits pour les journalistes après, parce que ça, après, pour réinterpréter, remettre un petit coup de chat GPT pour trouver un titre vendeur, ça c'est parfait. La surgénéralisation, donc là, on est plutôt dans la discussion. Donc, on surgénéralise les résultats. On dit, bah voilà, on a trouvé des résultats sur 30 étudiants. Puis non, en fait, c'est pour toute l'humanité, indépendamment des cultures, indépendamment de l'âge, etc. La hype, alors là, c'est vraiment d'un point de vue des adjectifs. On dit c'est extrêmement important, c'est un game changer, ça peut scale up partout comme on veut. Vous avez utilisé quoi? Remarkable, etc., etc. Alors le selective reporting et le arcing, donc voilà, là, est-ce que c'est de la surgénéralisation? Bah, un peu parce qu'en fait ça f ça fait croire qu'on avait une hypothèse, on a répondu à notre hypothèse, donc on est hyper sûr, hyper confiant, on a confirmé, ce qu'on voulait trouver. Alors qu'en fait, on a un petit peu bidouillé les choses pour trouver ce qu'on voulait trouver ou alors pour enlever ce qu'on n'a pas trouvé de nos résultats, ce qui est aussi une forme de survente des résultats ici. Ouais, complètement. Pour moi, c'est de la survente, hein. Si tu rapportes pas tout, enfin, globalement, vu que tu essaies de faire un tableau un petit peu plus édulcoré, c'est pour que le résultat final soit plus acceptable. Donc ouais, ouais, pour moi, c'est clairement de la survente, même si effectivement, c'est différent de la hype. Tu peux faire du harking sur quelque chose qui est pas très à la mode, ça peut être plus ou moins indépendant, mais globalement, c'est des trucs qui vont te permettre de survendre un résultat. Euh, alors dans le titre, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu des vagues où il y avait des titres humoristiques pour essayer de. C'est même pas que tu survends tes résultats, c'est que tu essaies d'attirer les gens en faisant un truc un peu rigolo, alors que ça ne l'est pas forcément d'ailleurs. Euh, et puis forcément, comme le titre c'est court, bah, on va chercher à simplifier un peu. Puis souvent, on simplifie un peu dans le bon sens, voilà, et des trucs comme ça. Euh, les adjectifs style striking, machin, enfin ça c'est pareil, je veux dire, en fait on n'en a pas besoin formellement. Tu peux te dire que, je sais pas, un truc est significatif, un truc est conséquent, enfin tu as des critères qui sont objectivables, mais le fait de dire que c'est, enfin je veux dire en plus vu le nombre d'articles qu'on publie, alors par exemple en psycho, je veux dire des découvertes majeures, il n'y en a pas tous les jours, tu vois. Donc le striking, si tu commences à l'utiliser pour n'importe quel petit papier, qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas faire une découverte majeure sur la télékinésie, tu vois, par exemple, ou des trucs comme ça, je sais pas, tu vois, j'ai l'impression que on donne une importance un petit peu factice à des choses qui sont. C'est normal qu'on avance par petits pas, mais je pense qu'il faut accepter, avoir cette modestie intellectuelle de se dire, c'est un petit résultat partiel, et puis bon, bah, on va aller plus loin petit à petit, mais voilà, à mon avis, sur les adjectifs, c'est facile de se calmer sur les adjectifs en fait. En plus, ça t'enlève des mots, tu vois, c'est pas très Ouais, contraignant mais quoi. est-ce que tu dis pas ça aussi d'un point de vue de voilà d'enseignant-chercheur français avec un CDI français, etc. Et que finalement, bah, quand tu es dans une situation précaire où tu nécessites de prouver que tu fais des choses innovantes, etc. et que tu dois montrer à tes financeurs qui te financent à l'année ou tous les 2 ans, que tu fais des trucs innovants et que du coup, tu dois leur envoyer les papiers que tu as mis et que bah, eux vont peut-être vérifier dans ces papiers que ce que tu as mis, c'est bien innovant et game changer, etc. T'es pas un peu obligé de faire ça. En fait, la question que je me pose, parce que toi, tu as utilisé le terme, pas humilité, mais j'ai oublié, j'ai oublié le terme, mais en gros, que c'est de la responsabilité du chercheur de pas se survendre. Mais finalement, est-ce que dans un certain nombre de cas, et notamment, bah, dans des pays qui sont pas forcément européens, avec, comme ça un emploi un peu plus sûr, c'est pas aussi une grosse difficulté de la part de ces chercheurs? Ils sont un peu obligés de le faire. Alors c'est une super question, je trouve. Et alors il y a deux éléments. Il y a est-ce que tu survends dans l'article ou est-ce que tu survends par exemple quand tu soumets un projet? Du coup, c'est deux choses qui sont un peu différentes parce que tu peux très bien enfin, essayer de mettre un peu d'emphase dans un projet alors que l'article est un petit peu plus descriptif. Globalement,
personnellement, moi j'ai tendance à être très tolérant envers les personnes qui justement n'ont pas de situation fixe et stable dans le milieu académique, les docs, les post-docs, etc. Puisque effectivement, on sait que le jeu du recrutement pour avoir un poste titulaire, il est très dur, pas forcément très juste parfois, et que du coup, avant d'avoir une situation stable, des fois on est un peu obligé de jouer avec des règles du jeu qui ne nous conviennent pas. Malheureusement, ce qu'on peut constater, c'est que même dans des cas où les articles en fait ne concernent que des PI qui sont déjà bien installés, bah, les articles ils sont quand même survendus. Ma position par rapport à tout ça, et c'est les mêmes questions avec le partage des données, le préenregistrement et compagnie, c'est que finalement, c'est aux personnes qui n'ont plus de risques, qui ne sont plus en danger, c'est à ces personnes-là en fait de faire l'effort d'imposer un rythme et un style de publication différent, parce que ces personnes-là, dont je fais partie, n'ont plus rien à craindre, puisque étant donné que tu as ta position stable, maintenant tu peux te permettre d'aller faire des choses qui sont un petit peu à l'encontre des règles standards. Quand tu es doctorant ou doctorante, postdoc, ATER et compagnie, effectivement, je pense que des fois, tu es obligé de faire des compromis parce que tu sais que si toi, en fait, tu fais tout dans une lignée extrêmement intègre euh, et du coup peut-être moins vendeuse, et bah, globalement, tu vas peut-être te tirer une balle dans le pied. Et c'est la même chose, à mon avis, pour les personnes qui sont dans des pays un petit peu moins favorisés. Donc, pour moi, la première étape, c'est que les personnes qui sont en sécurité, entre guillemets, dans leur poste de titulaire, soient les personnes en fait qui commencent à diminuer un petit peu cette Mais alors, survente. ce qu'implique ton discours, c'est que, dans ce que tu dis, hein, c'est que moi, je pense qu'il faut obliger les personnes qui ont moins de risques à moins survendre leurs résultats, mais du coup, pour les obliger, c'est les éditeurs qui vont les obliger. C'est-à-dire que enfin, ça signifie qu'en tant qu'éditeur, déjà, il y a la question de l'anonymat, c'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, tu dois savoir qui a soumis l'article. Souvent, bah, c'est les doctorants de ces personnes-là qui soumettent l'article, c'est rarement eux directement. Et ça signifie que toi, tu les connaisses et que du coup, tu puisses savoir qui a telle position, etc. Enfin, ma question plus générale, c'est comment on s'en sort en fait, comment on fait ça factuellement? Bah, alors, tu as raison sur le fait que la question de mais la question de l'anonymat, elle est un peu compliquée parce que, par exemple, on sait très bien qu'il y a par ailleurs, il y a des gens qui sont favorisés dans la publication parce que pour telle ou telle raison, on connaît leur affiliation, on connaît leur nom et c'est plus facile de publier dans telle ou telle revue. Mais après, la question que tu poses, pour moi, elle renvoie au fait qu'il y a aussi un effort à faire sur le système de publication. C'est-à-dire qu'au final, essayer de petit à petit se détacher du prestige et de la notoriété de la publication pour arriver à des standards et à des critères de publication qui sont plus basés sur la qualité de la méthode, sur la qualité de la transparence scientifique, etc. Et j'ai bon espoir que dans un futur, au moins à moyen terme, des revues plus basées sur des critères de qualité et de transparence viennent à être de plus en plus valorisées et que ces revues-là, petit à petit aussi, dans leur système d'édition, elles vont aller favoriser des introductions qui sont un peu plus factuelles. Et donc du coup, ce changement-là, il va se faire aussi sous la forme d'une modification du système de publication qui va commencer aussi à être valorisé dans certains champs académiques et peut-être avec des critères. Alors je pense par exemple aux critères au top factor, par exemple, se dire bah, peut-être que ton article, tu l'as moins vendu dans ton introduction, mais peut-être que tu l'as publié dans une revue qui a un facteur de transparence et d'ouverture plus important, et que c'est par ce biais-là que tu vas aller te valoriser. Tu vois, en fait, l'idée, c'est pas de se tirer une balle dans le pied et de se dire on va s'empêcher toute valorisation, mais de changer les critères de valorisation pour que tu aies des chances d'être recruté sur la base de critères plus qualitatifs d'un point de vue scientifique, quoi. J'en profite que du coup là tu parles hein, d'un changement d'un point de vue des pratiques éditoriales et des journaux qui vont permettre aux chercheurs d'être évalués d'une manière plus qui prend plus en compte leur travail scientifique et moins en compte leur manière d'écrire finalement. Parce que bah, justement dans cette catégorie overselling, il y a, on en a parlé au tout début, les titres excessifs. La question que je me pose là, c'est aussi à quel point les titres excessifs sont pas liés aux pratiques éditoriales aussi.
dans le sens où moi, bon, je prends juste mon exemple personnel là, mais en gros, nous on fait, enfin moi j'ai l'habitude de faire un titre un peu aguicheur, mais souvent mettre un sous-titre qui lui est vraiment clair sur ce qu'on a fait. Donc finalement, le début du titre te donne envie de lire le sous-titre, mais le sous-titre est vraiment exact, quoi, en gros. Euh, la question que je me pose, c'est finalement, ok, les auteurs font ça, mais est-ce que c'est pas, ils le font pas parce que c'est une attente de la part des éditeurs? Et si c'est une attente des éditeurs, pourquoi? Et j'ai un peu l'impression que en tant qu'éditeur, ton objectif, c'est que ton journal soit lu par des chercheurs pour que les articles de ton journal soient cités, parce que bah, c'est comme ça que tu gagnes ton argent et que tu augmentes ton impact factor, etc. Et donc finalement, c'est une pratique qui est encouragée par le système. Et finalement, comment on fait nous en tant qu'auteur pour aller un peu à l'encontre d'une pratique qui va forcément être encouragée par le système, parce que le système dit il faut que vos articles soient le plus cités possible, et les journaux, il faut que les articles qui sont publiés dans ces journaux soient les plus aguicheurs possibles aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'à un moment, vu qu'on a une très très grande proportion de systèmes de publication, notamment de journaux, en fait, qui sont finalement des systèmes de publication commerciaux, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir que ça se lise, il va falloir que ça se vende, il va falloir que ça fasse de l'impact. Donc là, pareil, il y a une métamorphose un petit peu euh, à aller valoriser sur le style de publication qu'on va valoriser. On a des revues, franchement, moi je trouve que ça va assez vite, je suis assez optimiste là-dessus. On a des revues qui sortent, qui sont des revues soit financées par des bibliothèques, soit par des associations scientifiques indépendantes, soit L'Union européenne aussi, il y a le ouais. ORE hein, par l'Union européenne. Et du coup, où en fait le profit va plus être l'objectif de la revue. Alors, j'ai quelques, tu vois, Metapsychology par exemple, ils sont pas là pour faire du profit. La revue de la DRIPS aussi n'est pas là pour faire du profit. Je pense à PCI aussi, Peer Committee In. Et du coup, là en fait, sur ces plateformes-là, finalement, le fait d'avoir un titre à guicheur, ça a beaucoup moins d'utilité que sur une revue standard, parce que de toute façon, eux, ils vont pas chercher à vendre l'article particulièrement. Et au bout d'un moment, si les standards ils changent, on va aller lire ton article parce qu'il est de qualité et pas forcément parce que le titre a été très séduisant. Et donc, c'est au niveau des structures que ça va se jouer. Mais c'est aussi le rôle des institutions, des laboratoires, d'aller aussi valoriser ça dans les fiches de poste, dans les recrutements, dans la sélection, dans les conférences, tout ça, en fait, il y a aussi un effort institutionnel assez. C'est pas qu'un effort individuel. Ce changement de pratique, il va pas venir que des chercheurs et des chercheuses individuellement, il va venir aussi des structures qui valorisent, qui recrutent, qui financent, etc. Donc pareil sur les organismes de financement, c'est aussi des choses qu'il va falloir aller valoriser à ce niveau-là. Oui, parce que ce qui est intéressant, donc Metapsychology, c'est financé par une université suédoise. Donc il y a ORE qui est financé par l'Union européenne. Il n'y a pas non plus des masses de financement pour des éditeurs qui ne font pas de profit en fait, hein. C'est quand même assez rare, quoi. Oui, c'est assez rare. Alors la bonne nouvelle en fait, c'est que dans l'initiative Sciences ouvertes, par exemple en France, qui a été initiée par le gouvernement il y a de ça quelques années, alors qui est critiquable sur plein de points parce qu'en fait c'est pas vraiment sciences ouvertes, c'est publication ouverte, qu'il y a plein des aspects de sciences ouvertes qui sont oubliés. Mais par contre, le gros avantage, c'est que les bibliothèques universitaires ont été mises au centre. Entre autres de ce processus-là, et qu'en parlant avec les personnels de bibliothèque, c'est des personnes qui sont très motivées pour faire changer le système de publication pour des raisons à la fois éthiques et économiques, Mm. notamment, et que c'est des personnes qui vont aller proposer en fait soit moi j'ai posé des questions déjà à des personnes, dire bah si j'ai envie de créer ma revue, est-ce que la bibliothèque va me soutenir? Et aujourd'hui c'est des projets qui sont potentiellement réalisables alors qu'il y a 10 ans c'était même pas en questionnement. Et c'est aussi des unités, des acteurs et des actrices de l'université qui vont aller soutenir des initiatives comme PCI, par exemple. Il y a de plus en plus d'universités, de laboratoires qui soutiennent PCI et je pense qu'à un moment, c'est des choses qui vont de plus en plus prendre. Je veux dire, PCI, là, pour moi, ils ont fait un effort exceptionnel d'aller concerner plusieurs disciplines. Enfin, c'est une plateforme qui est très bien faite. Tu vois, comme game changer de publication, c'est en train de prendre. Vraiment, je pense qu'on arrive à quelque chose. Et j'ai l'impression notamment que les plus jeunes générations de chercheurs et de chercheuses
commence à voir en fait que la hype liée aux très grosses revues, il y a un petit peu de, comment dire, il y a du paraître, il y a de la notoriété, mais que derrière la qualité de publication n'est pas forcément là. Donc moi j'ai vraiment bon espoir qu'à moyen terme ça commence à basculer quoi. Je voulais te poser une dernière question sur cette partie hype, overselling, euh, parce que il y a un point qui est quand même assez rarement abordé là-dedans, c'est l'augmentation de la hype par les peer reviewers. Je m'explique. Il y a une étude qui avait été faite sur les peer reviewers de BMG, donc purement médecine, qui montrait qu'en fait, dans un certain nombre de cas, des études qui avaient montré des effets très faibles, etc., dans lesquels les peer reviewers avaient demandé aux auteurs de modifier un petit peu les adjectifs ou la manière de dire les choses pour montrer que ça aurait un potentiel effet plus important que, etc., etc., notamment dans l'abstract. Moi, ça m'a vachement questionné ça dans l'idée, mais en fait, en tant que chercheur, enfin en tant que peer reviewer, normalement, c'est pas censé être mon rôle de rendre l'article plus attractif, mais comme on est sur un journal qui est un peu high impact, BMG quand même, euh, en tant que peer reviewer, je me sens obligé que, même si l'article est intéressant, que je le rende un peu plus intéressant que ce qu'il est. Et finalement, je trouve que c'est une partie qui est assez peu explorée ou discutée. Cet aspect-là où bah non, c'est ni l'auteur ni l'éditeur qui impose ça, ça va être les peer reviewers. Ouais, clairement, moi je trouve que c'est pas le rôle des peer reviewers de proposer ça. Il y a déjà, en fait, il y a tellement déjà de travail à faire sur l'intro, sur la méthode, les résultats, etc., que je pense qu'il n'y a pas à se fatiguer là-dessus. Si l'éditeur ne propose pas de survendre le truc, alors après, si jamais, peut-être par je ne sais quel mécanisme, peut-être que les autrices et les auteurs n'ont pas pensé à tel potentiel impact ou telle potentielle implication d'une intervention quelconque en médecine et que du coup, peut-être qu'en ouverture, à la limite, ça pourrait être intéressant d'en parler. Mais c'est vrai que d'aller le vendre dans un abstract, on voit bien qu'il y a un petit peu une sorte de logique hein, qui s'entretient elle-même. Ça veut dire que les personnes qui font du peer review, c'est des chercheuses et des chercheurs qui elles-mêmes soumettent des trucs pour des financements et que du coup savent que l'article devrait être plus vendeur parce qu'après pour la financer, etc. Et donc du coup, toute la logique s'auto-entretient. Parce qu'il y a pas vraiment d'indépendance en fait, c'est pas cloisonné. Les personnes qui évaluent sont les personnes qui demandent des financements, etc. Et donc peut-être que ça vaudrait le coup aussi de cadrer le travail des personnes qui font les peer reviews, peut-être même de cadrer sur des sous-parties d'articles. Toi, tu fais la review stat, toi, tu fais la review plutôt théorique, etc. Pour éviter justement que les gens aillent piquer à droite à gauche. Alors moi, je vais faire un petit commentaire sur l'abstract, un petit commentaire sur les ouvertures, etc. Mais je pense clairement qu'aujourd'hui, en fait, de la hype, on en a assez. Et que là, il faut se focaliser justement sur la méthode, sur les résultats, sur le cadre théorique et que la hype, je pense qu'elle est déjà bien là dans les articles, qu'on n'a pas besoin de la survendre, quoi. Mais ça, après, du coup, serait plutôt le travail de l'éditeur de dire, bon, bah voilà, moi, c'est pas ça que j'attends comme conseil, c'est ce que j'attends, c'est vraiment sur le travail scientifique en soi. La catégorie suivante, alors je crois que tu l'avais traduit en français, moi je sais pas comment on est, smoke screening, donc c'est nuages de fumée. Ouais, ouais. Ouais, c'est l'idée en fait de rendre les choses un peu plus brouillardeuses que ce qu'elles ne sont réellement. Donc ça va être le fait d'écrire de manière cryptique, beaucoup plus compliqué que nécessaire, surcharger d'informations le supplementary materials pour que les chercheurs ne savent pas où aller rechercher l'information dont ils ont vraiment besoin. Réduire les limitations d'une étude, utilise des mots plutôt ambigus ou qui peuvent suggérer des doubles sens, appeler à plus de rigueur pour les autres, mais pas trop pour soi, etc., etc. Euh, ah oui, et il y en a un qui est l'open research washing, mais ça j'en parlerai un petit peu après. Est-ce que tu veux nous parler un peu de cette catégorie?
Ouais, bah, c'est un peu la catégorie pour moi qui est la catégorie un petit peu où alors là la flexibilité intervient énormément parce que comme c'est sur de l'écriture et que il n'y a pas de il y a pas de critères formels pour décider de comment j'écris telle ou telle partie de l'article. Quand tu vas choisir tes mots, finalement, en fait, vu que on a beaucoup de degrés de liberté dans la manière dont on argumente nos études, en fait, il y a des mots qui sont plus ou moins larges, etc. Et du coup, dans l'interprétation, finalement, on peut essayer d'enrober un peu les choses parce que peut-être que ça va pas assez dans ce sens, ça va pas assez. Il y a des limites qu'on n'a pas trop envie de dire, mais on n'a pas envie de les cacher. Alors bon, on va essayer de noyer un peu le poisson. Et globalement, on va arriver à un article qui a l'air consistant. Mais en fait, si on le prend bout à bout, on se rend compte qu'il y a tellement de variables d'ajustement qui sont tirées dans un sens ou dans un autre que les résultats ne sont pas vraiment ce qu'ils sont. Alors, globalement, par exemple, il y en a qu'on trouve assez facilement. Par exemple, l'argument entre guillemets homme de paille, le fait d'aller trouver des fausses informations pour faire croire qu'on les réfute, alors qu'en fait personne n'a dit ça. Bah, ça se fait très facilement parce que finalement, tu trouveras toujours une citation pour aller donner tel ou tel argument et du coup, ça va donner du poids logique, enfin pseudologique à ton argumentation à toi. Alors qu'en fait, ça fait peut-être 15 ans que plus personne ne parle de ça, tu vois, des choses comme ça. Ça donne facilement du poids à une introduction, alors que bon, finalement, c'est pas ça qu'on attend d'une intro. Les citations sélectives aussi, ça, comme on fait pas vraiment de revue systématique pour nos intros en général. Bon, bah, tu vas aller prendre un petit bout d'un article pour dire il a dit ça, mais tu oublies tout le reste. Et en fait, comme on fait jamais de mise en perspective du pour et du contre, bah, en fait, si toi, tu as envie d'aller dans le sens du pour, tu vas aller dans le sens du pour et ça va aller très vite. Pareil, l'ambiguïté dans les mots, vu que nos modèles et nos théories sont pas formelles, en fait, tu peux très bien aller faire une problématique qui va dégager une hypothèse, mais en fait, ton hypothèse, peut-être, tu aurais pu faire l'hypothèse inverse sur la base de la même terminologie. Enfin, on est quand même, alors surtout en psycho, on a tellement de degrés de liberté dans l'écriture et dans la théorisation que ça peut aller un peu dans tous les sens. Euh, sur les limites des études, bah effectivement, si tu veux dire que tu raccourcis les limites, potentiellement les revueurs vont pas le voir parce que Il c'est y, toi il y qui connais avait, bien tes limites, quoi. ouais, mais il y avait surtout cette étude, moi, qui m'avait marqué, qui, je pense, n'a pas été publiée, c'était un préprint, j'avais lu ça il n'y a pas si longtemps, qui montrait qu'en fait, en psychosocial, les limites ne sont quasiment jamais variables d'une étude à l'autre. C'est-à-dire que tu prends une des 4000 études publiées récemment, c'est exactement les mêmes limites à chaque fois qui sont il faut essayer de généraliser à une autre population parce qu'on n'est pas forcément sûr. Les histoires culturelles, la validation de l'échelle peut être essayée une autre échelle, euh, peut-être un manque de puissance statistique pour détecter tel effet, donc peut-être un peu plus de parties. C'est toujours les mêmes, quoi. Bah oui. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment une limitation de ton étude ou est-ce que c'est une limitation de la manière de faire de la science dans ta discipline? Mais dans ce cas-là, pourquoi le mettre dans tes limitations de ton étude, quoi? Et oui. Et sauf que moi, ce que tu dis, je trouve ça méga intéressant parce qu'en fait, vu qu'on a une place limitée dans les articles, et ben déjà, si tu parles de ces trucs, l'échelle, la puissance, la généralisation, etc., ça prend de la place déjà. Donc ça veut dire que ton paragraphe de limite, bah, il est tout fait avec ces arguments génériques, et ce qui fait que les vraies limites spécifiques de ton étude, même si tu n'en parles pas, personne ne va le voir parce que de toute façon, tu as déjà parlé des limites. Donc c'est un peu une sorte finalement, de, comment dire, de diagnosticité finalement de ton écriture, c'est-à-dire que vu que on peut ne pas être exhaustif et vu qu'il y a une place limitée, et ben on peut très bien faire diversion. C'est une forme de diversion et même si elle n'est pas totalement volontaire, ça va pas se voir parce qu'en fait on va se dire bah eux ils sont intègres, ils ont parlé des limites et tout, alors qu'en fait comme tu le dis, les vrais problèmes de cette étude spécifique peuvent être complètement occultés et non discutés, alors que c'est normalement l'objectif de la discussion. Et donc à ce compte-là, on pourrait limite enlever la discussion, parce que si les limites sont les mêmes pour tout le monde, autant le dire, et puis voilà quoi. Oh, ouais, après en même temps, tout est un petit peu le même pour tout le monde. C'est-à-dire que la p-valeur, le seuil de significativité est le même pour tout le monde aussi.
Les analyses de puissance sont globalement les mêmes pour tout le monde aussi, parce que tu dis, la taille, la plus petite taille d'effet d'intérêt, on prend la taille d'effet moyenne en psychologie, ça presque tout le monde fait ça aussi, donc finalement, les analyses de puissance sont quasiment toujours les mêmes pour tout le monde. Finalement, quasiment tout est quasiment Oui, le même pour tout le monde, à mais part peut-être l'échelle que tu utilises. Et encore, comme on voit qu'il y a un filtre qui fait que l'essentiel des alphas de Cronbach sont vers 0,70 parce qu'on peut pas publier si l'alpha est juste en dessous. Finalement, même la fiabilité est la même pour tout le monde. Donc, bon. oui, non, je suis d'accord avec toi. Après, la différence, c'est que du coup, même si la p-valeur est quasiment tout le temps la même, toi, ton résultat à toi, il va être potentiellement différent. Donc, tu vas interpréter ton résultat par rapport à une p-valeur standard. Le fait qu'on utilise des standards Cohen pour faire les tests de puissance, bon, bah ça, c'est aussi un truc qu'il faudrait qu'on qu'on commence à changer petit à petit. Mais disons que, par contre, le paragraphe vraiment sur la discussion, on pourrait se mettre d'accord pour dire, bon, ça, c'est une limite de tout le monde, et voilà, on le met pas, et si tu gagnes de la place, tu vois. Ouais. Après, l'analyse de puissance, potentiellement, bah, ce serait intéressant par contre, mais la limite, c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'il faudrait enlever cette partie de limite générique ou alors rajouter une partie vraiment plus spécifique à l'étude. Sur un test de puissance, bah, il faudrait que cette partie elle reste, mais par contre que les critères du test de puissance soient mieux justifiés, ça c'est clair, même si ça prend plus de place. Un autre point qui est dans cette partie et sur lequel je voulais discuter un peu plus parce qu'on a fait un épisode entier dessus, c'est l'open research washing. Donc l'idée que on fait de la science ouverte, on prétend faire de la science ouverte alors qu'en fait c'est pas tellement le cas, hein. Donc nous l'épisode qu'on avait fait c'était sur l'article de Yann Huxley sur data are not available upon request. Mhm. Euh, Effectivement, hein, la plupart des articles, moi là je suis en train de regarder surtout de la psychologie clinique, dit data is available upon reasonable request, que veut dire Mhm. reasonable, on ne sait pas. Et donc on dit bah, c'est disponible, donc on peut vous l'ouvrir si vous voulez, ça ne l'est pas. De même que les scripts, ça on en parle à peine, hein, c'est que les données. Comment ça c'est pour moi, c'est un peu la même question que parce que je en fait, la plupart, hein, des arguments dont tu parles, c'est des arguments sur les chercheurs, comment les chercheurs écrivent, comment les chercheurs font. Ça fait aussi partie de comme moi, hein, je parlais des titres et cetera. Il y a aussi une partie hyper importante des éditeurs à ce niveau-là. C'est-à-dire que qui c'est qui wash l'open research? Avant tout, c'est les éditeurs qui permettent ça. Ah oui, complètement. Mais tu sais, cette pyramide-là, alors qui a été proposée pour les questions de chance ouverte, mais qui pourrait être appliquée à n'importe quelle proposition de changement de comportement et d'attitude. C'est une pyramide qui a été beaucoup utilisée par Nozick, Chambers, etc. dans leur communication sur la science ouverte. C'est-à-dire que tu as plusieurs niveaux d'action. Tu as des niveaux qui sont au niveau des financements, des institutions, incentives, les individus et tout. Et il faut que tous les niveaux d'organisation se mettent en marche dans le même sens pour que ça fonctionne. Mais effectivement, si on avait des éditeurs qui disent, bon voilà, on va faire une peer review spécifique sur le partage de données et le partage de scripts, si c'est pas fait, ça ne passe pas, ah bah, c'est sûr que ça changerait très très vite. Aujourd'hui, alors là tu parlais du data is available upon reasonable request. Alors pour moi déjà mettre cette phrase déjà c'est pas de l'open science washing, c'est pas de l'open science parce que c'est pas ouvert. On propose éventuellement de l'ouvrir sous condition. Donc voilà, pour moi l'open research watching, on est un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire que tu as fait ta petite page OSF, tu as mis des données dessus, tu as peut-être mis un script R, etc. Mais si tu vas dessus, en tant qu'autre chercheur ou chercheuse, tu ne peux rien en faire. Donc tu vas avoir ta petite pastille, ton petit badge sur ton article, préenregistré, tu as mis une pauvre hypothèse, voilà. Mais globalement, si tu ne l'avais pas fait, ça n'aurait rien changé au travail. Moi, ça m'est arrivé aussi d'aller regarder la page OSF, je vois les données et tout, je me dis ouais, mais je ne peux rien en faire de ces données. Euh, et pareil, tu fais un préenregistrement tellement vague que en fait, si tu fais du harking dessus, ça ne change rien. Et donc du coup, on voit que c'est la question sensible aussi de comment est-ce qu'on va valoriser la science ouverte. D'un côté, ces petites questions de badge, ça fait une petite récompense, mais d'un autre côté, on voit c'est un peu comme un label bio, on peut mettre beaucoup de choses derrière. Et c'est le problème des labels en fait. Mais aujourd'hui, voilà, on se rend compte que finalement, tu peux avoir des articles pour lesquels tu as l'impression d'avoir fait de la science ouverte, mais que derrière, tu peux pas les reproduire les analyses. Après,
en soi, c'est pas si grave que ça parce que faire de la science ouverte, c'est très dur. Je veux dire, faire un script propre qui va marcher sur plusieurs machines, c'est très dur. Partager correctement ces données, les décrire correctement, je pense qu'il faut être vraiment indulgent envers les gens. Par contre, tu vois si les gens ils ont fait des efforts ou pas. Et clairement, des fois, tu as un fichier Excel qui est posé, et puis tu peux rien en faire, tu ne sais pas à quoi correspondent les colonnes. Des fois même, en fait, le fait que les données soient ouvertes, c'est annoncé dans l'article, et en fait, les données sont pas du tout ouvertes. Genre, tu cliques sur le lien, il marche pas, tu vois. Et tous ces petits trucs mis bout à bout, et ben en fait, ça donne un crédit un petit peu symbolique à l'article, alors qu'en fait, derrière, il n'y a rien de plus qu'un article standard, quoi. Et la science ouverte, c'est très important, mais il faut pas, faut essayer de la faire correctement. Le résultat va pas forcément être très probant parce qu'encore une fois, c'est dur à faire, mais je pense que, enfin, il faut pas se contenter de peu. Parce que sinon, on va pas avancer plus qu'avant. Je veux dire, partager les données, c'est super, mais si tu fais que partager ton fichier Excel de données brossées, bon bah tu vas pas améliorer la qualité de ton article, quoi. Ouais, mais justement, c'est là où je veux un petit peu orienter la conversation. C'est que c'est un peu le même principe qu'avec l'écriture cryptique ou les limitations qui sont les mêmes pour tous les autres articles. Parce que finalement, c'est l'auteur, c'est le chercheur qui écrit ça, c'est l'auteur, le chercheur qui publie sur OSF, mais finalement, c'est quand même l'éditeur à la fin qui est responsable des articles qui sont publiés dans son journal. Et que finalement, bah, si ni les peer reviewers ni l'éditeur ne cliquent sur le lien pour vérifier qu'il y a bien quelque chose dans l'OSF, Mhm. est-ce que vraiment l'auteur est responsable de l'open science washing? Si aucun peer reviewer ne lit la partie limitation et ne se dit pas bah, elle est incompréhensible parce qu'elle est cryptique ou bah, en fait c'est la même que dans les autres articles et ne va pas, j'ai le terme d'énoncer, mais c'est pas le terme d'énoncer que je veux, mais va pas argumenter en ce sens auprès de l'éditeur, bah, finalement en tant qu'auteur, en quoi on a envie ou besoin de changer ça? Ou même est-ce qu'on a pris conscience que c'était pas bien fait, quoi? Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, je pense quand même que la responsabilité, elle est partagée, dans le sens où en fait, il y a tellement d'éléments dans un article que c'est facile de passer à côté de quelque chose qui est important. Maintenant, effectivement, je suis favorable à ce que la science ouverte, les aspects de science ouverte, notamment de préenregistrement, de partage des données, etc., fassent partie intégrante du travail scientifique publié et que ce soit évalué au même titre que l'article rédigé. Donc effectivement, si la revue en fait accepte d'aller dans le sens de la science ouverte, il faut qu'elle s'en donne les moyens et éventuellement qu'elles mettent des actions de peer review spécifiquement dédiées à ces aspects sciences ouvertes. Donc effectivement, la responsabilité n'est pas seulement sur les épaules des auteurs et des autrices, mais aussi sur les peer reviewers, sur les éditeurs, mais aussi sur les financeurs. Enfin, tu vois, c'est toute la boucle qui doit être mise en route dans ces aspects-là, quoi. Mmh. On finit sur la dernière catégorie, donc l'argument d'autorité. Alors il y a 3 points. 1er point, c'est, suggérer qu'une procédure qui, ne fonctionne pas ou qui a des énormes problèmes, peut être utilisée dans cette étude parce que ça a déjà été utilisé avant, en négligeant le fait que, ben, ces études avant avaient déjà suggéré que ces points étaient problématiques. Avoir un fort nombre de citations. En fait, les citations, ça arrive. Enfin, les problèmes avec les citations, c'est quand même un point important de toutes les catégories parce qu'elles se retrouvent vraiment dans toutes les catégories. Et puis le dernier, hein, c'est le fait d'avoir des auteurs honorifiques. Donc inviter un chercheur important pour augmenter ses chances de publication, ça je sais. Alors en psychologie, je sais pas à quel point c'est important, mais c'est quasiment obligatoire en économie. On a vu l'importance que peut avoir le fait, bah, vu que c'est pas du double blind et qu'on connaît le nom des auteurs, en économie, c'est extrêmement important d'avoir un auteur connu pour augmenter drastiquement les chances d'être publié, par exemple. En psycho, j'ai l'impression que c'est aussi souvent le cas, hein. Il y a plein de revues qui font pas du double aveugle sur les processus de peer review. Et clairement, il y a dans certains champs, il y a des très très gros noms très connus. Si tu les as sur l'article, tu sais que ça va être plus facile de publier. Donc je pense que c'est pas vraiment, enfin, on n'est pas débarrassé de ça en psychologie. Et je pense que ça va continuer un petit moment à se faire.
De manière plus ou moins, encore une fois, c'est un continuum, hein. C'est pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre. En fait, c'est que c'est plus ou moins insidieux, tu t'en rends plus ou moins compte. C'est très difficile de faire les choses correctement. Et je pense qu'il y a justement un des objectifs principaux du papier, c'était de blâmer personne, de blâmer aucun article particulier, mais de se dire en tant que communauté scientifique, on a des problèmes, on pointe ces problèmes-là, et après, il faut qu'on essaie de les résoudre collectivement. Mais c'est jamais tout blanc ou tout noir, ces histoires-là, à mon Mais avis. alors là, toi, ta recommandation par rapport à ça, ça serait, on fait vraiment du pur double blind et on essaie de prouver qu'il y a du double blind, ou ça serait plutôt... Bah après, c'est le double blind, c'est un peu compliqué parce que, enfin, j'y suis pas du tout défavorable, mais on sait que le gros souci, c'est que les auteurs les plus connus, en fait, on va plus facilement reconnaître qui sont dans l'article parce que, Bah ouais. tu vois, soit il y a des styles d'écriture, des styles de citation, etc. Donc c'est un système qui pourrait aussi potentiellement favoriser des personnes qui ont plus de notoriété. Ou alors Après, je quand tu pense, as des tout petits champs de recherche, en fait, tout le monde connaît tout le monde et tu vas à une ouais, conférence, tu sais exactement ce sur quoi tout le monde va travailler dans les 2 prochaines années aussi, donc bah c'est ouais. du faux blind, quoi. C'est ça, je me demande si là on serait pas sur du blind washing un peu, tu vois, Ouais. de se donner l'illusion que ça a été vraiment indépendant alors que ça ne l'est pas. Mais pareil, de se dire, ben, dans les nouveaux systèmes de publication, style PCI et compagnie, se dire, bah, est-ce que on essaie, enfin, c'est jamais facile à faire à 100%, mais de se dire, ok, lui je le connais pas, mais je vais regarder son travail et si le travail il est bien, et ben ça passera en fait. De faire l'effort aussi en tant que peer reviewer et en tant qu'éditeur, de se dire, ben, même s'il n'y a pas les gros noms dessus, c'est pas grave, on va regarder le travail, d'essayer de se détacher un peu de ces questions de notoriété dans l'évaluation des articles. Bah, Même si le double aveugle, encore une fois, pourquoi pas, hein, mais moi j'avais un peu cet argument qui est de dire, en fait, peu importe l'aveuglement, ce qui est important, en fait, c'est qu'on ait accès au contenu du peer reviewing pour que ouais. toutes les personnes puissent dire, bah, en fait, indépendamment de ce que lui jugeait de l'importance de tel auteur, il a fait du bon peer reviewing, il est vraiment Mhm, allé dans les détails des choses. complètement. Que Ah lui oui, soit là, aveugle ou pas, c'est-à-dire que ouais. qu'on connaisse le nom du peer reviewer, qu'on connaisse le nom de l'auteur, peu importe, par le contenu, on est capable de savoir si ce chercheur a fait un bon processus de peer reviewing. Ah ouais, l'ouverture des peer reviews, moi je trouve que c'est quelque chose qui peut vraiment changer la donne sur l'évaluation du travail scientifique pour les raisons que tu mentionnes, mais aussi sur certains autres aspects, notamment de formulation, de bienveillance dans la peer review. Des fois, on sait qu'il y a des choses qui sont assez caustiques dans les peer reviews, et peut-être que si c'était publié justement publiquement, il y aurait un peu plus de bienveillance dans la manière de présenter les choses. Donc ça, à mon sens, je suis vraiment d'accord avec toi, je pense que c'est quelque chose qui est capital d'aller publier les activités de peer review. Ouais. Et puis il y a un troisième point, c'est que si c'est publié, on peut faire des analyses dessus. Bien sûr. Ouais. Et on peut commenter les commentaires. Et On on peut, pourrait avoir aussi une perspective un peu plus dynamique sur la manière d'évaluer des travaux scientifiques. Faut jamais oublier que le principe d'un journal scientifique, c'est basé sur une procédure qui est très ancienne, qui est très vieille. À l'époque, on imprimait des choses. Maintenant, en fait, nos modes de communication, je veux dire d'un point de vue technique, d'un point de vue logistique, ils ont changé et ça nous permet des horizons de fonctionnement scientifique qui sont beaucoup plus importants sur la manière dont on publie. On pourrait publier des contenus dynamiques en HTML plutôt que de faire des PDF. On pourrait faire des systèmes de commentaires plutôt que des systèmes de peer review. Enfin, on peut aussi essayer de se détacher des traditions de publication pour aller vers des systèmes plus dynamiques et plus aboutis d'évaluation. Ça, c'est des choses qui sont faisables techniquement maintenant. Alors attends, parce que moi j'ai une proposition encore plus avant-gardiste, c'est que tu le dis, hein, tous ces processus-là sont des processus très anciens. À quoi sert un éditeur scientifique? À quoi servait un éditeur scientifique avant? Ça servait à recommander les articles les plus importants et faire aussi une sorte de critique ou de commentaire de ces articles-là. Et en fait, quand tu regardes un journal scientifique, il y avait peut-être, un quart, voire la moitié du journal qui étaient les articles et le reste, c'était le commentaire de l'éditeur de ces articles. Mm. Et que finalement, à quoi sert un journal scientifique? C'est pour un éditeur de recommander ce qu'il juge être important ou pas. Et ben, je pense qu'on devrait refaire pareil aujourd'hui, c'est-à-dire que finalement, faire un petit peu comme ce que font Science et Nature dans leur blog, c'est finalement de faire ces processus de recommandation. À quoi sert l'éditeur? Bah, c'est de faire ces billets de blog, c'est de faire ce travail en fait
alors c'est pas du journalisme, parce que je parle pas des blogs journalistes, mais c'est de simplifier l'accès à l'information aux chercheurs en disant, bah voilà, telle équipe de recherche travaille là-dessus, telle équipe de recherche travaille là-dessus, c'est important que vous vous mettiez en commun dans des conférences, dans des machins, etc., etc. Pour moi, ça devrait être ça, en fait, le travail d'un éditeur scientifique. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est un boulot un peu de Exactement. coordinateur de résultats, de coordinateur de perspectives, de coordinateur de peer review éventuellement aussi. C'est pas juste, je veux dire oui ou non. C'est qu'il y a limite un travail, le travail scientifique n'est pas terminé. Et c'est justement à l'éditeur, enfin, ça pourrait même s'appeler autre chose qu'un éditeur en fait maintenant, parce que l'édition, il y a un côté Plutôt très curateur. ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Ou alors finalement que ces gens n'existent plus finalement et que tout se fasse en très bottom-up à l'échelle de la communauté et que tu puisses aller tout consulter sur des plateformes limite sur des forums, tu vois. Mais dans tous les cas, à mon avis, il faudrait repenser le travail d'édition scientifique, quoi, que ce soit plus juste oui c'est bon, non c'est pas bon et puis après c'est terminé. Et puis surtout que clairement, là, ce que font la plupart des éditeurs, c'est littéralement un peu de proofreading et publier des PDF sur leur site, quoi, globalement. Donc c'est vrai que justifier le prix est quand même pas. Je parle pas de ce que font les éditeurs, mais de ce que font les journaux scientifiques en tant que Oui. tels, quoi. Ah bah les journaux en tant que tels, oui. Ils font pas grand-chose de scientifique. Les éditeurs, ils font aussi, je pense, beaucoup de sélection à la hype dans certains journaux aussi, ou à la notoriété. Et du coup, on sort, à mon avis, un petit peu du champ des objectifs scientifiques. On devrait se focaliser plutôt sur. Alors la nouveauté, c'est pas mettre à la poubelle. C'est important de faire des choses nouvelles parfois. Mais il y a aussi l'importance d'aller vérifier la robustesse des résultats, d'aller faire de la réplication, d'aller faire des petites manipes sur des petits processus qui peut-être serviront dans 10 ans. Enfin, voilà, faut qu'il y ait de la diversité à ce niveau-là. Et pour l'instant, il y a des revues qui fonctionnent un peu plus à la hype. Et c'est un peu des fois les éditeurs qui font de la hype aussi, quoi, dans leur sélection. On est allé très rapidement hein, sur le fait d'avoir des auteurs honorifiques, mais il y a aussi donc le fait de comment on dit, de valider ce qui a été fait précédemment, alors qu'on sait que c'était pas bien. Donc ouais, utiliser une procédure qui a été beaucoup utilisée alors qu'on sait qu'elle fonctionne pas bien, mais continuer à l'utiliser. Comment on peut enfin, moi, j'aurais l'impression, si je faisais ça, j'ai jamais fait ça, donc pour moi, c'est nouveau. Si je faisais ça, j'aurais l'impression que ça serait hyper difficile pour moi de publier là-dessus parce que déjà, j'utilise une méthode dont on sait qu'elle fonctionne pas. Ah non, ou alors c'est des méthodes dont on sait qu'elles produisent des faux positifs, ça peut être aussi ça parce que du coup, si c'est une méthode qui fonctionne pas et que ça fait que des p-valeurs non significatives, pourquoi je l'utiliserais? En fait, là, c'est des méthodes pas fiables parce qu'on sait que ça mesure pas ce que c'est censé mesurer, mais que ça produit des p-valeurs significatives. Alors effectivement, je pense que tu peux avoir plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est effectivement le cas le plus extrême où tu penses que c'est une méthode qui va faire des faux positifs et que du coup ça va t'arranger. Mais le biais, même je pense que en fait à l'extrême, on pourrait enlever flows de cette catégorie et de se dire qu'il existe beaucoup de procédures décrites dans des articles et donc utilisées dans des manips qui sont basées sur des procédures publiées précédemment, mais le seul argument pour utiliser cette procédure, c'est le fait qu'il y en a d'autres qui l'ont utilisée avant. Mmh. Indépendamment que la procédure, elle soit faillible ou pas finalement. C'est-à-dire que l'idéal, normalement, quand on utilise une procédure, c'est de connaître les qualités du protocole, de connaître les propriétés donc psychométriques des mesures et de baser notre propre étude sur des aspects méthodologiques quantifiés, etc., sur la qualité d'une procédure. Mais ça va très très vite de se dire, attends, mais entre les années 2000 et 2024, toutes les équipes ont utilisé ce protocole, c'est très connu, c'est très apprécié. Moi-même, je vais l'utiliser pour ma manip. Mais en fait, qui nous dit que c'est une bonne idée? C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent que c'est une bonne idée. Et je pense que, à mon avis, d'un point de vue du raisonnement du scientifique, au-delà de cette question de le protocole a ses défauts, indépendamment du défaut du protocole,
Ce qui est questionnable, à mon avis, c'est le fait de faire confiance au fait que ça a été beaucoup utilisé avant. Hmm. Et donc, c'est un argument de fluence un peu, tu vois, plutôt que Ouais, de mais alors ce qualité. qu'on entend beaucoup, c'est il faut standardiser, il faut tout standardiser, il faut utiliser les trucs les plus standardisés possibles. Ouais. Et d'un autre côté, ce que tu es en train de dire et avec lequel je suis aussi d'accord, c'est oui, d'accord, il faut standardiser, mais il faut aussi euh, adapter et personnaliser à ce qu'on a besoin. Ah Finalement, oui, oui. tu vois, je trouve, est-ce qu'on est un peu dans ce genre de dilemme ou de débat? Ben, alors le truc, c'est que je pense que c'est deux choses différentes parce que, alors standardiser, oui, mais en fait, si ce qu'on standardise comme outil, il faut le standardiser sur des critères comment dire, euh, qui sont fixés d'un commun accord à l'échelle de la communauté scientifique. C'est-à-dire qu'un outil, si on considère que c'est un standard dans la mesure de tel ou tel processus psychologique, ça veut dire qu'il a été validé vis-à-vis de ses propriétés psychométriques. C'est pas devenu un standard juste par tradition, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est. Mais en fait, si. Enfin, la Non plupart mais du oui, temps, non si. mais oui, oui, non mais la plupart, mais c'est ça le problème, c'est que la plupart du Oui, temps si, mais il faudrait que ce soit pas le cas. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il ouais, ouais. faudrait que notre standard, ce soit un standard de validation par des critères euh, psychométriques ou sur les protocoles, etc., mais pas par tradition. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire, à mon avis, mais on n'est pas là-dedans pour l'instant. Au contraire, on est plutôt par des arguments de tradition. Alors, sachant qu'il y a aussi, tu en as parlé un petit peu, il y a aussi de la psychométrique washing avec des alphas de Cronbach qui sont soit un petit peu cheatés, soit toujours au niveau du seuil acceptable. Bon, bref, c'est une autre question. Et puis il y a aussi la question effectivement de standardiser, c'est bien, mais des fois il peut y avoir des besoins où il faut développer des outils. Et ces outils, quand on les développe, on peut essayer aussi d'évaluer leurs propriétés psychométriques ou leur qualité dans les protocoles. Euh, pour moi, ce qui est important en fait, c'est premièrement d'avoir conscience que quelque chose qui est utilisé par tradition, c'est pas forcément une bonne chose, que la tradition n'est pas forcément signe de qualité scientifique. Et deuxièmement, de reconnaître les biais des protocoles ou des mesures utilisées et de pas simplement mettre une grosse parenthèse avec plein de rêves pour dire tous ces gens-là ont utilisé ça et dire oui, mais en fait, peut-être que tous ces gens-là se sont trompés, quoi. Et de la même manière qu'on parlait un petit peu des limites dans les discussions, il faut aussi parler des limites dans les mesures et des limites dans les protocoles et de se dire qu'avant de commencer notre étude, bah, étudier les propriétés des protocoles et des mesures. Parce que sinon, en fait, on va juste continuer une tradition dont on ne connaît pas en fait la qualité scientifique finalement. Alors, il y a du coup la standardisation où des gens vont utiliser les mêmes études, pardon, les mêmes procédures pour des choses qui sont pas forcément adaptées à leurs besoins. Et il y a des gens qui vont créer leur propre méthodologie, leur propre procédure, etc. parce qu'ils s'en fichent en fait de la littérature et de ce que font eux. Et il y a cet aspect measurement avec ces idées où il y a plein de mesures dont on dit qu'elles sont différentes, mais en fait c'est un peu la même chose. Oui, Et donc il y avait voilà, cet article assez connu hein, qui reprenait tout un tas de mesures et de construits qui sont finalement les mêmes parce qu'on se rend compte que quasiment tous les trucs qu'on mesure finalement ça corrèle très fortement avec des traits de personnalité, ce qui est le principe des traits de personnalité. Comment toi tu dirais on peut s'en sortir de tout ça? bah alors moi je reviens sur, à mon avis, une perspective qui est capitale et qu'il faut qu'on essaie de prendre petit à petit, c'est la formalisation des théories. C'est-à-dire que plus on est vague dans nos théories et plus finalement on va se diriger vers des concepts en fait qui sont pas soit pas cohérents entre eux, soit en fait c'est les mêmes concepts mais on s'en est pas rendu compte. Et si quand tu formalises, les variables elles sont pas ambiguës. La variable elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que si à un moment dans ton modèle théorique et ou dans tes simulations etc. Tu as mis en place une variable qui était non ambiguë, bah, finalement, tu vas pas aller réinventer la roue vis-à-vis de cette variable et tu vas pas aller utiliser 50 mesures différentes de cette variable. Et donc, je pense que l'ambiguïté, en fait, et la marge de manœuvre et les degrés de liberté qu'on a dans notre manière de créer des théories et des problématiques, c'est vraiment pas aidant sur la manière dont on va aller mesurer des choses ou on va aller utiliser des protocoles. Ça, c'est une première chose. Je pense que la deuxième chose, en fait, c'est de se dire que
quand tu adaptes un outil ou quand tu crées un nouvel outil, probablement que tu as aussi un devoir d'aller faire une revue de littérature sur les mesures qui concernent les processus qui t'intéressent pour être sûr que les nouvelles choses que tu vas créer ne vont pas juste être un doublon d'un bon outil qui existe déjà. Donc la revue de littérature, c'est pas uniquement pour la théorie, c'est aussi pour la méthode. Et ça, peut-être que des fois, c'est un petit peu oublié dans les protocoles de se dire, ben, il faut aller se renseigner aussi bien sur la théorie que sur les procédures, que sur les mesures, etc. Et si disons cette procédure ou cette échelle, hem, te paraît globalement, satisfaisante, mais qu'il y a par exemple certains items qui eux ne sont pas pertinents, pas hésiter forcément à les changer pour avoir aussi, quelque chose de plus, personnalisé par rapport à ton besoin. Plus personnalisé ou peut-être avec des meilleures qualités psychométriques. Pourquoi pas? En fait, c'est pas. Je pense que les outils de mesure, c'est pas des religions. C'est-à-dire qu'à un moment, si on trouve qu'on peut faire mieux et qu'on adapte un outil et qu'on le revalide derrière, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il n'y a pas de. C'est un peu. Ça me faisait penser à des discussions que j'avais vues sur Twitter vis-à-vis du préenregistrement. Est-ce qu'il faut absolument suivre à la lettre ton préenregistrement sur tes analyses? Ou est-ce que si entre les deux, au bout d'un moment, tu te dis, bah tiens, en fait, telle analyse est bien meilleure et bien appropriée, bah non, je la fais pas parce que je l'avais pas préenregistrée. Bah non, en fait. Si tu as une analyse qui est vraiment meilleure, vraiment plus diagnostique, plus précise, etc., même si c'était pas dans le préenregistrement, tu peux quand même en parler. Bah, pour les outils de mesure, pour moi, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si tu trouves un outil de mesure qui est meilleur ou que tu arrives à le développer dans un sens plus précis, etc., bah, euh, c'est mieux. Ce qui compte, c'est la qualité des conclusions, en fait. Hein, donc, il faut toujours aller dans ce sens-là. On a décrit, l'ensemble du grand tableau qui est vraiment le point principal de cet article. J'ai quasiment rien, noté ou surligné sur le reste. Il y a un point, que j'ai souligné, mais qui me paraît, c'est plus un sujet de débat qu'autre chose, hein. C'est une toute petite phrase, vers la fin, c'est: «More generally, authors may simply conform to examples set in other papers». Donc la question là qui se pose à ce niveau-là, c'est, les pratiques, les problèmes qui sont soulevés dans cette table, dans ce tableau, d'où proviennent-ils? Alors bon, moi j'ai un petit peu dévié systématiquement la conversation en disant: «Il y a quand même une part importante des éditeurs», parce que globalement ce qui est écrit dans le tableau, ce sont des choses qui sont écrites par les auteurs, donc les chercheurs, donc c'est quand même eux en partie responsables. Tu disais avec cette pyramide, bah oui, mais il y a aussi, le système scientifique, le système économique, les institutions qui sont aussi en partie responsables, les citoyens aussi un peu, hein, parce qu'eux aussi pourraient pousser pour que la science fonctionne autrement. Bon, tout un tas de niveaux différents. Là, en fait, ce que vous dites, c'est que les auteurs font ça, utilisent, toutes les pratiques qui ont été soulignées dans ce tableau pour se conformer aux exemples qu'ils ont vus avant. Et ça, pour moi, c'est un cas, je me suis vraiment rendu compte de ça, assez récemment. C'est que finalement, la l'éducation à la recherche ressemble exactement à ce qu'on appelle l'apprentissage. On a des apprentis, tu sais, on a un apprenti, il y a un mentor. Mhm. C'est hyper bizarre parce qu'on est censé être le métier le plus théorique, rationnel, tout ce que tu veux possible, avec un background scientifique en théorie, philosophie des sciences, méthodologie, tout ce que tu veux. Et finalement, comment fonctionne le fait qu'un bébé chercheur devienne un grand chercheur? C'est je regarde ce que font mes mentors, je regarde ce que font les gens autour de moi et j'essaye de m'adapter à ce qu'ils font. Ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est je fais des trucs, on me dit non, non, c'est pas bien. Je fais des trucs, on me dit ah bah ça c'est très bien. Et j'essaye de voir ce que font les autres pour me conformer à ce qu'ils font aussi. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Je veux dire, est-ce que déjà tu es d'accord avec cette vision des choses? Et puis bah peut-être qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça et rendre peut-être le processus plus rationnel? Ah bah, est-ce que je suis d'accord? Oui, je pense que c'est en grande partie comme ça que ça se passe, qu'on a une sorte d'apprentissage par imitation, par cooptation, par validation dans des cercles restreints. Donc du coup, effectivement, bah, c'est un petit peu, finalement, ça sert à entretenir des traditions.
Et effectivement, la procédure d'écriture, de publication, même la manière dont on fait de la recherche, c'est très peu formalisé, c'est très peu remis en question. Et du coup, au lieu, et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, au lieu d'aller apprendre les choses sur des critères, on va dire, bien définis, sur des critères acceptés collectivement à l'échelle de la communauté scientifique, on apprend ça effectivement par coutume locale presque en fait. Alors j'aurais tendance à pas tout jeter dedans parce que dans l'apprentissage, il y a des choses qui sont, à mon avis, très bénéfiques, notamment sur des petites procédures précises, comment formuler une phrase, etc. Tu vois, il y a des savoir-faire, c'est bien d'apprendre en direct avec des gens. Mais effectivement, il faut que le cadre général reste un cadre où on se base sur de l'épistémologie, de la métascience, de la méthodologie, etc., etc. Ce qui aujourd'hui n'est quasiment jamais le cas. Euh, pour ça, il y a des endroits où on ne prend pas un très bon chemin. Un des endroits auxquels je pense, c'est la formation des étudiants et des étudiantes, notamment en master, puisque les masters recherche ont tendance un petit peu à disparaître. Donc, en tout cas en psychologie, ce qui est un problème, puisque du coup, bah, on a beaucoup moins d'enseignements possibles à dédier justement à ces questions-là. Comment est-ce que j'écris, comment est-ce que je crée un protocole, etc. Je dis pas que ça va continuer comme ça, mais pour l'instant, la tendance, elle n'est pas majoritairement très favorable au niveau de la formation, alors que c'est là où on pourrait mettre l'accent, à mon avis. Après, il y a d'autres moyens de se former, il y a des MOOC, il y a sur les réseaux, voilà, mais il faut être motivé pour y aller, quoi. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on n'est pas super bien parti. Il y a des pistes, hein. Là, nous, à Nantes, peut-être qu'on va réussir à terme à faire réouvrir un master recherche, j'espère, avec des aspects métasciences, voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas, c'est pas trop dans l'air du temps, quoi. Et donc, à mon avis, en termes de formation, là, il y a un gap qui est très loin d'être comblé. Avec aussi le souci, c'est que finalement, il faut bien avoir en tête que c'est très très rare les formations pour lesquelles on va former des chercheurs et des chercheuses tôt. Les gens se forment à la recherche souvent sur le tas en thèse, et donc ça veut dire que tout le background nécessaire qui aurait dû finalement être enseigné de la licence au master, eh ben, il est quasiment tout le temps inexistant en fait. Enfin, je reprends l'exemple de la psychologie, on fait très peu d'épistémologie. La méthodo, c'est pas un très haut niveau. En général, c'est de l'introduction. L'analyse de données, c'est pareil. On fait peu de philosophie des sciences, peu d'histoire des sciences. Il y a très peu d'unités d'enseignement dédiées à l'écriture. Et donc, du coup, comme on apprend sur le tas en thèse, et ben, au global, on a des manques de formation. Et donc là, pour moi, une des solutions, c'est de remettre à jour les formations à la recherche et de les mettre plus tôt finalement. On ne peut pas former des scientifiques sur le tard, sinon on manque de la rigueur à ce niveau-là. Est-ce que finalement c'est pas lié, bon là ça va être peut-être un aspect un peu plus politique du podcast, mais tant pis, au fait que bah, justement on essaie de décourager enfin on essaie de décourager les étudiants à faire de la recherche et finalement ça fait aussi partie de tous ces aspects-là. Moi je sais que dès la L1 de licence, tous mes profs disaient surtout ne faites pas de recherche. Surtout ne faites pas de recherche. Évidemment, moi j'écoute jamais les profs, c'était ça depuis la maternelle, donc j'ai fait de la recherche, mais est-ce que c'est pas disons un coup en plus de dire bah, finalement si en plus ils n'ont pas de master de recherche, ça invisibilise un petit peu plus et donc ça décourage encore plus les personnes à faire de la recherche. Alors c'est vrai qu'il y a eu une frange un petit peu de cette période-là, les quelques dernières années, où il y a eu un découragement à faire de la recherche pour plein de raisons. Alors soit c'était les professeurs les plus établis qui décourageaient parce qu'ils disaient bah il n'y a pas de financement, il n'y a pas de machin, etc. Les plus jeunes docteurs, des fois, décourageaient aussi parce qu'ils se disaient c'est un milieu un petit peu malsain, la recherche, parce qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup parfois des cas où les gens se sentent pas bien encadrés. Enfin, il y a plein de raisons différentes à décourager les futurs docteurs finalement ou les potentiels futurs docteurs. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer parce que, à mon sens, il y a certaines évolutions positives dans le milieu de la recherche. En tout cas, en France, moi, j'en détecte certaines. Et je pense qu'il y a des messages un petit peu différents qui commencent à émerger et que les quelques étudiants et étudiantes qui sont motivés pour faire de la recherche, petit à petit, on commence à leur dire, ben,
ok, c'est compétitif, mais il y a des trucs qui s'améliorent. Donc, si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à, à, à vous intégrer dans ce champ-là. Donc, pour moi, on est en train de sortir de la période la plus négative pour arriver un petit peu dans le positif sur l'encouragement à faire de la recherche. Mais ça ne change pas qu'on on n'a pas on n'a pas l'espace universitaire pour aller bien enseigner la recherche aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'est encore un gros biais. Tu vas te retrouver avec tous les étudiants qui vont débarquer à Nantes, tu vas rien comprendre. Bah, peut-être, je sais pas. Après, tant qu'on n'a pas pour l'instant, nous, bah, après, c'est un peu en dehors du podcast, mais enfin, peut-être pas, j'en sais rien, mais les étudiants et les étudiantes intéressés par la recherche, bien souvent ne restent pas à Nantes parce qu'ils vont dans les universités où il y a des masters recherche. Hmm. C'est aussi pour ça qu'on veut rouvrir un master recherche, c'est une autre question, mais tu vois, c'est aussi il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux administratifs, hein, c'est très large. Ok. Euh, je reviens sur un point que tu as dit, parce que tu as dit un des problèmes avec le fait qu'on parle d'apprentissage, c'est que ça manque de formalisation. C'est que ce qui se passe, les procédures, les processus de recherche manquent de formalisation. Et très rapidement derrière, tu as parlé de formation. Est-ce que la formalisation, enfin, la réponse est non, mais est-ce que du coup, il y a un lien évident entre formalisation et formation, où forcément la formation va t'amener à avoir une théorie enfin, un background théorique plus important sur qu'est-ce que la recherche, comment faire de la recherche, pourquoi la recherche c'est important, genre qu'est-ce que la science et pourquoi faire de la science. Et en même temps, est-ce que ça va forcément amener à de la formalisation, ou qu'est-ce qu'il faudrait d'autre selon toi? Ah, j'ai un avis très tranché sur la question. Je pense que dans n'importe quelle discipline scientifique, il faudrait faire des mathématiques. Puisque pour formaliser à un moment, il faut faire des mathématiques, pas forcément des mathématiques d'extrêmement haut niveau. L'idée, c'est pas d'avoir un truc élitiste où il y a simplement les matheux qui vont réussir, mais de se dire que on accompagne les étudiants et les étudiantes à comprendre le fonctionnement des maths et comment les maths en fait vont permettre d'aller faire de la formalisation. Et parallèlement à ça, faire de la philosophie. Donc de la philosophie, notamment de la philosophie des sciences, de l'épistémologie, puisque c'est pour réfléchir au concept, je pense que on est obligé de passer par là. Et éventuellement d'aller aussi prendre un petit peu des exemples sur des disciplines qui sont mieux avancées que nous dans la formalisation. Je pense par exemple à la physique, pour aller voir comment est-ce qu'on fait des ponts entre des disciplines empiriques et des disciplines théoriques. Alors en physique, ils ont de la physique expérimentale, de la physique théorique. Comment est-ce qu'on articule tout ça ensemble? Et je pense que dans n'importe quelle discipline scientifique qui a vocation à aller faire des manips, etc., on devrait avoir ces enseignements plus en profondeur. Bon, c'était ma deuxième question, donc je pense que tu vas y répondre vite, mais bon, mon chouchou, c'est Paul Mel. Je pense que Hmm. c'est le meilleur psychologue qui n'ait jamais existé, c'est pas un sujet à débat. Il disait, il disait sur la fin de sa vie, il disait que entre l'épistémologie, la philosophie des sciences et les enseignements qu'il a reçus en mathématiques, il pense que ce qui l'a amené où il a été dans sa vie, c'est principalement ses formations en mathématiques, et que peut-être à la marge, l'épistémologie l'a un petit peu aidé. Est-ce que tu es du même avis? Enfin, c'était ma question, est-ce que tu es du même avis? Et finalement, tu y as répondu juste avant, il faut faire beaucoup plus de maths et beaucoup plus de formalisation. Bah oui, mais après, je pense l'épistémologie, enfin, c'est important aussi parce que c'est peut-être que quand t'as déjà compris plein de choses, en fait, tu vois directement où les mathématiques vont te mener dans ta discipline. Mais il y a, à mon avis, quand même un effort à faire d'enseignement sur comment les mathématiques vont te servir dans ta manière de générer de la connaissance. Et si tu fais que des maths et pas d'épistémologie et pas de philosophie des sciences, c'est très très dur de savoir comment est-ce que tu vas partir des maths pour arriver à faire des manips en psycho qui vont te permettre de tester des hypothèses ou de corroborer des... Tu vois, enfin, le chemin intellectuel, il n'est pas forcément si direct que ça. Et pour moi, la philosophie des sciences et l'épistémologie, on devrait en avoir plus justement pour faire cette connexion entre
d'une part la formalisation et d'autre part les études qu'on va mener et les analyses qu'on va faire pour faire des conclusions. Et donc, à mon avis, parce que tout le monde n'est pas un scientifique aussi brillant que lui, et moi, je me mets un peu dans la catégorie des personnes qui ont besoin qu'on fasse des liens de proche en proche pour comprendre les choses. Et je pense qu'il y a des étudiants dans ce cas-là aussi. Et pour faire ces liens de proche en proche, je pense qu'il y a plusieurs disciplines qui peuvent intervenir, dont la philosophie. Donc, je ne serais pas pour faire que des maths. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cet article ou que tu voulais dire en plus? Ou est-ce que tu penses qu'on a Ben, vraiment fait le tour? je pense qu'on a bien fait le tour, mais à mon avis, je dirais qu'il faut toujours bien garder en tête de ne pas avoir trop de ce que j'appellerais de pensée magique dans notre manière de faire de la science, et que il faut toujours se poser la question de comment ça marche et est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est pas une bonne chose, et que par exemple pour la question des citations, c'est pas parce que tu as plein de citations dans une parenthèse que la chose que tu dis, elle est vraie en fait. Il y a pas un effet magique de la citation et qu'il faut toujours aller creuser, se poser la question d'où ça vient, comment ça a été fait et s'introspecter un peu quelle confiance j'ai dans cette chose-là. Et je pense qu'une fois qu'on aura pris l'habitude toutes et tous de décortiquer les choses plutôt que de se baser sur des symboles, à mon avis, on aura déjà fait une petite partie du chemin. Je vais rebondir, mais une dernière fois, et après on clôturera. Ouais. Mais c'est aussi cet aspect esprit critique en fait, c'est-à-dire ne pas croire sur parole quelque chose de scientifique parce que c'est publié dans un article scientifique et y Mmh. apporter aussi une part d'esprit critique de se dire mais est-ce que moi, à travers mes connaissances et ma manière de penser, etc., je trouve ça logique et je trouve Mmh. ça normal. Mmh. Euh, et ça, c'est vrai il y a des étudiants, notamment en début de doctorat, qui vraiment, enfin parce qu'ils me suivent, il y a un certain nombre qui me suit, notamment sur les réseaux sociaux, parce que moi justement je publie beaucoup de trucs sur, du debunk d'articles, des articles Mmh. problématiques et cetera et en fait quand ça touche leur discipline, ils tombent des nues et en fait il y a Ouais. un peu ce côté, quand c'est des disciplines différentes, ah oui, il y a pas de problème évidemment, c'est pas sérieux évidemment, les bacté le lien entre, les bactéries dans l'intestin et tout est cancer, c'est faux. Bon, ça a été rétracté, évidemment, Ouais. évidemment. La vitamine D qui finalement, on n'a pas de seuil, réel pour savoir si tu as une déficience en vitamine D ou pas. D'accord. Ah non, mais en fait, mon truc en psychologie sur lequel je travaille, ça aussi, il y a des défauts. Oh, je n'y aurais jamais pensé. Finalement, les gens, tu parlais de proche en proche, mais les gens font pas le lien. Et que finalement, c'est on n'a pas de cours à l'esprit critique, Non. et surtout et là peut-être tu vas pouvoir y répondre un peu plus, c'est que tu parlais du fait qu'il y avait pas de formation à la recherche, mais je trouve aussi comme dans les formations qu'on donne en licence et en master, c'est beaucoup des formations sans aucun esprit critique. Dans le sens où on te présente des théories, on t'explique comment ça a été recherché, parfois on t'explique les expérimentations, parfois on fait tester les expérimentations et parfois, moi ça m'est arrivé plusieurs fois où on m'a fait tester des expérimentations, de hash, de, Mmh. pseudo milligrammes, de machin. Ils font ça en classe, ça marche pas et ils disent: «Non Mmh. mais dans la vraie vie ça marche, hein, Ouais. ça a pas marché Ah en oui, classe». non. Mais et en fait, il y a rien sur non mais faut être humble vis-à-vis de ces recherches-là. Il y a beaucoup des recherches qui sont présentées en licence et en master qui n'ont pas été répliquées, donc en fait, on sait même pas si elles existent réellement. Il y a des pans entiers de théorie que l'on va expliquer aux étudiants en disant: «Vous allez pouvoir réutiliser ça quand vous ferez du marketing, quand vous ferez, de la prévention de risques psychosociaux, quand vous». Oui, mais en fait, est-ce que vraiment c'est utile de enfin, il y a tous ces questionnements-là, moi, qui m'interpellent énormément, par rapport à ça. Ah non, clairement, je sais pas dans les autres disciplines, mais en tout cas en psycho, là, il y a un gap. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une trop grande confiance dans les théories standards et les théories classiques de psychologie. On les remet jamais en question. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Si ça marche pas en TD, on dit oui, oui, mais dans l'article ça marchait. Ouais, non. En fait, peut-être finalement ça marche pas du tout. Je pense que, alors ma première position, c'est que la majorité des cours en psychologie sont basés sur des théories qui ne sont pas valables et ou des résultats empiriques qui ne sont pas réplicables. Ça, c'est ma première position. Et ma deuxième position, c'est qu'effectivement, l'enseignement de ce matériel-là n'est pas assez critique et que du coup, en fait, on mésinforme nos étudiants et nos étudiantes par rapport à ça.
et qu'on crée en fait des formations qui sont basées sur un socle qui n'est pas solide scientifiquement. Et donc là, on a ce double travail à faire. Premièrement, de remettre à jour plus régulièrement nos connaissances, et deuxièmement, quand on parle de connaissances, d'être beaucoup plus prudent et beaucoup plus modeste, parce que en fait, pour l'instant, notre discipline n'est pas assez mûre pour être capable de produire des choses stables. Donc, mais Et là, dans comment la tu formation, fais? on en est loin. Parce qu'autant pour former des chercheurs, ça s'entend ce discours, et en même temps, quand tu formes des professionnels, comment tu formes des professionnels, bah, voilà, typiquement qui vont après travailler dans des entreprises, en leur disant, bah, en fait, tout ce qu'on va vous apprendre, bon, c'est basé sur des théories encore très faibles et probablement pas utilisables dans votre métier futur, et vous pouvez essayer de voir si ça marche ou pas. Enfin, comment tu te positionnes par rapport à ça? Bah, la position, elle est dure à avoir parce que finalement, vu qu'on a accumulé pendant des décennies et des décennies des théories qui n'étaient pas très fiables, eh ben maintenant, en fait, il faudrait limite tout déconstruire d'un coup. Donc en fait, là, ça devient très difficile parce que on a une base de travail qui est très fragile. Je pense que si ça s'était fait progressivement, en fait, on aurait pu recycler petit à petit les contenus pour avoir une part de contenu un peu nouveau mais incertain et une part de contenu peut-être plus stable et plus certain. Maintenant, moi, ma position par rapport à ça, c'est qu'on pourrait avoir d'une part une procédure entre guillemets d'apprentissage dont tu parlais tout à l'heure, mais d'apprentissage pas à la recherche, mais d'apprentissage sur le terrain, ce que certains auteurs appelaient les psychological crafts. Donc vraiment, c'est sur le terrain, en fait, des procédures très concrètes. Si tu veux devenir professeur des écoles, tu vas faire du terrain beaucoup, beaucoup, beaucoup en classe pour apprendre à être professeur des écoles avec d'autres professeurs des écoles. Et d'un autre côté, tu fais de la méthodo, de l'épistémo, etc., pour aller être capable de remettre en question les théories en sciences de l'éducation, en psychologie de l'éducation, éventuellement être autonome plus tard pour toi-même, aller regarder les nouvelles théories qui sortent quand tu as fini ta formation. Et pour moi, il y a ces deux aspects qui sont très importants et qui, pour l'instant, sont très sous-investis dans les facultés, puisqu'il y a très peu de formation sur le terrain et très peu de formation à la remise en cause des théories. On fait un peu un entre-deux et qui, du coup, ne mène, à mon avis, pas à des pratiques qui sont viables sur le terrain. Donc moi, je ferai cette fourchette-là, en fait. Beaucoup de terrain et beaucoup de maths et d'épistémo et de Ouais. métasciences. Finalement, l'histoire de beaucoup de terrain, c'est un peu ce qu'on peut retrouver en médecine, quoi. Quand tu es médecin, bah ouais, ok, tu es externe, tu es Exactement. interne, Oui, et je, finalement, il faudrait faire ça aussi chez les psychologues. je serais tout à fait favorable à un système d'internat très poussé en psychologie et d'externat très poussé en psychologie aussi. Ouais. Et dernière question, donc qui complète ça, à partir de quand tu penses qu'on peut parler alors, du fonctionnement de la recherche, de l'open science, des pratiques questionnables, etc., aux étudiants? Parce que pour avoir discuté avec un certain nombre de mes collègues, il y en a qui disent bah, il faut attendre faut attendre le master. Il y en a qui disent bah, on peut commencer un petit peu en licence à introduire des notions très simples, etc., mais il ne faut pas non plus les braquer en disant bah, de toute façon tout ce que vous allez apprendre ça sert à rien parce que ça sera débunké très bientôt. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors moi j'ai une position peut-être un peu trop extrême là-dessus, mais moi je pense que dès la L1 en fait on peut bombarder les étudiants de tout ça. Évidemment il faut qu'ils comprennent le fonctionnement global de la science dans un premier temps, mais le problème c'est que si tu renvoies tous ces aspects trop tard, ça veut dire qu'en fait tu vas les former sur une notion d'activité scientifique à l'ancienne dès le départ et que tu vas devoir redéconstruire derrière. Alors, je me dis plutôt que de déconstruire, autant enseigner directement en fait les pratiques préconisées maintenant. C'est quoi un système de publication, c'est quoi un article, comment est-ce qu'on fait de la recherche, etc. Et bah voilà, après, tu mets un niveau d'exigence donné, et si tu fais ton cours correctement, les étudiants ils vont comprendre. Et moi, je suis plutôt favorable à ce que ça arrive très très tôt dans le cursus pour Et, ne pas et tromper les comment, gens. et comment tu fais pour ne pas faire en sorte que ces informations ne relèvent pas de l'anecdote? Je te dis ça parce que moi, quand on m'a informé de ces pratiques-là, c'était bon voilà, la recherche ça marche comme ça. Alors ça arrive qu'il y ait des pratiques qui ne sont pas très bien, mais la recherche normalement c'est quand même des processus de peer reviewing très bien faits, etc. Comment on trouve un peu la juste, le mélange adéquat qui fait que les étudiants n'ont pas cette impression que bah oui, il y a de l'anecdote, il y a des trucs qui vont pas bien, parce que dans tout, il y a des trucs qui vont pas bien, mais qu'en fait, la prévalence est plus importante que juste de l'anecdote.
À mon sens, c'est plutôt c'est un avis personnel, hein. Je connais pas de manip à ce sujet-là qui pourrait montrer ça, mais j'ai le sentiment que l'approche historique, elle est assez bénéfique pour ça, de dire on est dans une phase de transition, on est dans une phase de métamorphose, voire de crise, pourquoi pas. La discipline a connu beaucoup de changements et a fait beaucoup d'erreurs, et maintenant, en fait, on est en train de reconstruire. Et donc, du coup, le socle, il est pour l'instant pas très solide, mais c'est normal parce que il s'est passé ça, et maintenant, on fait tel et tel changement. Et de dire, vous êtes en train d'être formé dans une période de changement, dans une période de transition, et donc, du coup, il va falloir accepter de l'incertitude pendant un grand moment. Et c'est normal, c'est la vie d'une discipline scientifique et c'est pas grave du tout. Moi, c'est comme ça que j'essaie de l'amener, même si c'est pas si facile que ça, mais c'est ma position en tout cas. Super. Et bah, j'ai plus de questions, c'est bon. Merci beaucoup de ton temps et bah, de toutes ces informations qui ont été partagées avec nous sur cet article et bien au-delà. Et ben, oui, je te remercie. Bah, merci à toi hein, pour Si, l'invitation encore. si tu as un autre article de prévu, tu seras réinvité avec grand plaisir. Bah, avec plaisir de mon côté aussi. Merci beaucoup. Salut! Ciao.